La table de la salle à manger était encore dressée, 2 assiettes intactes, son vin préféré ouvert, respirant depuis des heures, la cire de la bougie durcie à mi-chemin d'une goutte, comme si même la gravité avait perdu tout intérêt pour notre soirée. Elle n'a rien remarqué de tout cela. Elle est simplement entrée en riant, ses talons résonnant sur le parquet comme si rien n'était brisé, comme si tout était exactement comme elle l'avait laissé. Sauf que ce n'était pas le cas. Pas de musique, pas de linge plié sur le canapé, pas de paire de pantoufles usées près de la porte. Le couloir sentait le nettoyant aux agrumes et le silence. Ses doigts effleurèrent le mur par habitude. Elle regarda le crochet vide où mes clés étaient habituellement suspendues. Puis, sa voix, chérie. J'étais déjà à des kilomètres de là quand elle l'a dit. Elle ne le savait pas encore, mais elle était entrée dans une maison vidée de moi. Mes pantoufles, ma tasse à café, la photo de travers de nous à la plage, celle qu'elle disait toujours qu'elle allait recadrer, tout avait disparu. Pas volé, effacé. Je n'ai pas emporté grand-chose, juste ce qui m'appartenait. Des souvenirs aussi. Je n'ai laissé aucune odeur sur l'oreiller, aucune mèche de cheveux dans le lavabo, aucune chemise dans le placard. Même la chaise sur laquelle je m'asseyais toujours pendant ces longues tirades sur le travail, disparut, juste l'empreinte dans la moquette où elle se trouvait autrefois. Elle appela de nouveau, plus fort cette fois, un peu confuse. Pas effrayée, pas encore. Le silence semblait plus fort que sa voix. Puis elle commença à marcher plus vite, ses chaussures résonnant contre l'absence que j'avais construite. Elle ouvrit le placard, rien. Elle jeta un coup d'œil dans le tiroir où je gardais mon chargeur de téléphone et mes lunettes de rechange, vide. L'armoire de la salle de bain, juste ses affaires. La maison n'était pas saccagée, elle était disséquée, chirurgicalement. Elle n'a pas pleuré, pas au début. Au lieu de cela, elle est allée à la cuisine et s'est servi le vin que j'avais acheté pour nous. Elle a regardé le deuxième verre, déjà plein, intact, et a bu le sien quand même. Elle n'a pas demandé où j'étais parti. Elle a demandé, depuis combien de temps préparais-tu ça? C'est là que j'ai su qu'elle comprenait. Ce n'était pas un caprice, pas un drame, c'était une décision. De la même manière qu'elle avait décidé, dans un restaurant chic sur un toit avec son patron, de porter un parfum qu'elle ne mettait jamais avec moi, de sourire un peu trop brillamment, de rire de ce rire séducteur que je n'avais pas entendu depuis des mois. Elle ne m'avait pas trompé avec son corps, pas encore, mais elle avait déjà cédé la partie d'elle-même que j'avais l'habitude de tenir. Alors j'ai repris la mienne. Pas par dépit, par clarté. Et c'est ainsi que j'ai disparu de mon propre mariage. Elle n'a pas dormi cette nuit-là. Je le sais parce que je l'ai observée. Non, pas de manière effrayante. Je n'étais pas garé dehors dans le noir ni caché dans les buissons. J'avais installé une petite caméra sensible au mouvement dans un cadre photo des mois auparavant, bien avant que tout cela n'arrive, quand je me souciais encore de savoir si le promeneur de chiens nous volait nos colis. Je n'aurais jamais pensé m'en servir pour regarder la femme que j'avais épousée trébucher dans une maison soudainement vide, incertaine si elle était devenue folle ou si quelqu'un avait réellement choisi de disparaître de sa vie sans un seul mot. Vers 2h47 du matin, elle s'est assise par terre au milieu du salon, pieds nus, fixant l'endroit où se trouvait autrefois ma chaise. Elle n'a pas pleuré. Jocelyn n'était pas du genre à pleurer. Elle avait l'air en colère. Pas le cœur brisé, pas abandonné. En colère. Comme quelqu'un qui vient de réaliser que le monde pourrait ne pas tourner autant autour d'elle qu'elle le pensait. Comme si elle ne pouvait pas comprendre le fait que je sois parti sans claquer la porte, sans une dernière supplique plaintive pour être remarqué. C'était son truc. Elle s'attendait à du bruit. Elle s'épanouissait dans la tension, les disputes, les confrontations désordonnées, les larmes trempant les coussins. Mais je ne lui ai rien donné. Pas un mot, pas même un indice. Juste une ardoise propre et une vérité tacite, elle m'avait déjà poussé dehors depuis longtemps. J'avais simplement suivi son exemple. Le lendemain matin, elle a fait ce qu'elle faisait toujours quand quelque chose n'allait pas dans son sens, elle a agi. Elle a nettoyé la maison comme si elle se préparait pour une séance photo de magazine, a allumé des bougies, a enfilé un pull doux et a attaché ses cheveux en ce chignon lâche qu'elle réservait toujours au jour de redémarrage. Elle a appelé sa mère, a dit quelque chose sur le fait que j'étais trop sensible et que j'avais probablement besoin d'une promenade dramatique, comme si j'étais une sorte de chien anxieux. J'ai coupé le son. Je ne supportais pas de l'entendre réécrire l'histoire en temps réel. Elle m'a même envoyé des textos, 4. D'elle, ce n'est pas drôle. Tu es ridicule. Tu as pris ton rasoir électrique.
Sérieusement? Appelle-moi tout de suite. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai envoyé un colis. Une petite boîte, sans adresse de retour. À l'intérieur, un seul Polaroid de nous deux de notre voyage dans le Maine, celui où une méduse m'avait piqué et où elle s'était moquée de moi parce que je boitais comme un vieil homme. Au dos, j'avais écrit seulement 6 mots à l'encre noire, tu m'as quitté en premier. Souviens-toi. Je l'ai envoyé en express, je l'ai suivi jusqu'à sa porte. Puis j'ai coupé la diffusion. Je n'avais pas besoin de la voir l'ouvrir. Je savais déjà à quoi ressemblerait son visage, ce mélange de culpabilité, de confusion et de l'horreur grandissante des conséquences arrivant enfin sans y être invité. Elle pensait qu'elle était la tempête, que je resterais toujours immobile et que je la subirais, comme un arbre fragile destiné à plier sous son climat. Mais j'étais devenu autre chose. Pas plus bruyant, pas plus froid. Simplement disparu. Et le silence que j'ai laissé à ma place est plus fort que tout ce qu'elle a jamais crié. La fois suivante où elle quitta la maison, ce ne fut pas pour aller travailler. C'était aux alentours de 10h15 du matin, juste après l'arrivée du colis. Elle ne s'était même pas changée, le pull était toujours froissé au coude et ses clés tremblaient dans sa main. Je le savais parce que j'avais encore accès à la caméra de sécurité du garage, celle que j'avais installée après qu'elle eut laissé la porte arrière ouverte 3 nuits de suite et accusé les ratons laveurs. Elle monta en voiture comme une femme incertaine de savoir si elle devait poursuivre quelque chose ou le fuir. Et moi, j'étais déjà parti, bien sûr, mais pas assez loin. Quelques semaines avant tout cela, j'avais préparé une trace écrite. Non pas parce que je prévoyais de disparaître, mais parce que je savais que j'en aurais éventuellement besoin. Des comptes bancaires ouverts sous un nouveau nom. Un vieil ami du lycée, Bruce, qui me devait une faveur pour une soirée très stupide à l'université, m'avait laissé enregistrer une boîte postale sous l'adresse de son entreprise dans un autre état. J'avais même vendu discrètement certains de mes vinyles en ligne et gardé l'argent liquide dans une boîte inifugée. Jocelyn ne s'en était jamais rendu compte. Elle ne m'avait jamais demandé ce que je faisais le mardi, la seule nuit de la semaine où elle restait tard pour des séances de stratégie, chez Everett. Elle se rendit directement chez ma sœur. C'est là que j'ai su qu'elle paniquait. Lorraine et moi n'avons jamais été proches. Elle est plus jeune, plus vive, bien plus protectrice envers moi que je ne le mérite. Elle a toujours détesté Jocelyn. Pas pour quelque chose de spécifique, juste cette intuition qu'ont les petites sœurs quand elles savent que quelqu'un est en train de vider lentement le frère qu'elles admiraient autrefois. Selon Lorraine, Jocelyn est arrivé en souriant au début, a frappé comme si tout allait bien, a dit qu'elle passait juste dire bonjour parce que j'avais apparemment été de mauvaise humeur ces derniers mois et que j'avais peut-être une sorte de crise de la quarantaine. Lorraine l'a laissé entrer, l'a fait asseoir, lui a servi du thé, puis a refusé de répondre à une seule question sur l'endroit où j'étais. Jocelyn, étant Jocelyn, s'est frustré en quelques minutes. Elle a dit des choses comme « il est tellement dramatique » et « il reviendra en rampant une fois qu'il se sera calmé ». Elle a même ri dans le salon de quelqu'un d'autre, comme si tout cela n'était qu'un autre petit accroc dans son monde impeccable et soigneusement sélectionné. Lorraine lui a dit de partir. Jocelyn ne l'a pas bien pris. Il y a eu des cris, quelque chose sur « ne pas aider ton frère » et « c'est notre mariage, pas le tien ». Ma sœur a tout enregistré. Elle me l'a envoyé plus tard avec une simple légende, elle ne comprend pas. Pas du tout. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé. Jocelyn n'avait pas peur de me perdre, moi. Elle avait peur de perdre la version de moi qui lui facilitait la vie. Le type qui nettoyait les dégâts, maintenait les lumières allumées, hochait la tête au bon moment, ne posait pas de questions. Je n'étais pas son partenaire, j'étais sa commodité. Et maintenant que j'étais parti, vraiment disparu, elle était en train de perdre pied. Pas par amour, mais à cause de la perturbation. Pourtant, je n'étais pas préparé à ce qui allait suivre. Parce que cette nuit-là, elle a tenté quelque chose que je ne la croyais pas capable de faire. Elle a appelé Everett. Pas seulement appelé, elle l'a appelé en visio. Et pour la première fois dans tous les enregistrements que j'avais discrètement stockés dans le cloud, elle n'a pas flirté, elle n'a pas souri, elle n'a pas arrangé ses cheveux pour la caméra. Elle a pleuré. Everett, dit-elle, sa voix se brisant comme du verre, il est parti. Et je ne sais pas quoi faire. Je crois qu'il m'espionnait. Il la regarda, silencieux un instant. Puis il dit la chose la plus glaçante que j'ai jamais entendue. As-tu vérifié le coffre-fort? Et c'est là que j'ai su. Ils avaient des secrets entre eux que je n'avais jamais imaginés.
Des secrets enfouis si profondément que même elle parut surprise d'entendre ces mots sortir de sa bouche. Elle balbutia, dit qu'elle ne savait pas de quoi il parlait. Il sourit, comme un homme influent. S'il est parti, Jocelyn, dit Everett en se penchant en avant, alors tu as un problème bien plus grave qu'un mariage brisé. Elle raccrocha rapidement, paniquée. L'écran devint noir, mais je n'arrêtais pas de regarder. Je ne pouvais pas. Parce que d'une manière ou d'une autre, le moment où j'avais pensé m'être enfin éloigné était exactement celui où j'étais entré dans quelque chose de bien plus sombre. Je ne crois pas qu'elle se souvenait même de la combinaison. Le coffre-fort était encastré derrière les manteaux dans le placard de la chambre d'amis, dissimulé derrière un faux panneau que j'avais installé moi-même lorsque nous pensions qu'investir dans la sécurité nous ferait nous sentir adultes. C'était le genre de choses que vous achetez après avoir regardé trop de films de braquage et que vous oubliez ensuite lorsque la vie devient trop occupée. Jocelyn ne l'avait utilisé qu'une fois, peut-être deux. Je le gardais pour les urgences. Elle appelait ça de l'exagération. Mais maintenant, il était 2h13 du matin et elle était à genoux par terre, en silence, essayant de se souvenir de 6 chiffres qui, apparemment, ne l'avaient jamais intéressée jusqu'à ce soir. Elle a échoué les 3 premières fois, a frappé la paume de sa main contre le clavier à la 4e, puis, juste avant d'abandonner, elle a tapé les chiffres qu'elle utilisait toujours quand elle ne trouvait rien d'autre, notre date de mariage. Ça a cliqué et la porte s'est ouverte. J'ai tout vu sur mon téléphone. La caméra était discrète, nichée dans le détecteur de fumée du plafond. Elle n'avait jamais aimé les détecteurs de fumée, elle disait qu'ils juraient avec l'esthétique. Mais je l'avais gardé là parce que je savais qu'un jour j'aurais besoin de voir la vérité d'en haut, sans filtre, sans contact visuel. Juste la brutale honnêteté d'une personne seule dans une pièce avec ses conséquences. Elle sortit le contenu un par un. D'abord les passeports, puis l'enveloppe d'argent liquide que j'avais économisé au cours de l'année écoulée. Elle y jeta à peine un coup d'œil. Ce qu'elle voulait vraiment se trouvait en dessous, un dossier noir scellé par un élastique rouge. Ses mains hésitèrent, puis elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des dizaines, imprimées, tangibles, non numériques. Elle les parcourut rapidement au début, puis plus lentement, une par une, jusqu'à ce que son visage change. Cette chose qu'elle faisait toujours quand elle était prise au dépourvu, où sa mâchoire se crispe et son nez se contracte légèrement. Je n'avais pas vu cette expression depuis des années, pas depuis que je l'avais surprise à mentir sur l'endroit où elle se trouvait la nuit où elle avait dit avoir une intoxication alimentaire et où sa localisation l'avait plutôt placée sur le parking d'un hôtel à 45 minutes de chez nous. Ces photos, cependant, n'étaient pas d'elle. Elles étaient des vraies avec des femmes, différentes. Certaines clairement des employés, d'autres non. Et sur 2 des photos, floues mais indubitables, Jocelyn. Ne le touchant pas, mais là, présente, observant, souriant. Dans le coin du dossier, j'avais glissé une clé USB. Elle soupira, hésita, puis la prit comme si elle était radioactive. Cette clé USB contenait des heures d'audio. Pas seulement des enregistrements de notre maison, mais du bureau d'Everett. J'avais emprunté un enregistreur stylo numérique à un ami qui travaillait dans la gestion des risques d'entreprise. Jocelyn ne savait pas que j'avais déjà mis les pieds dans l'immeuble d'Everett, encore moins près de son bureau. Mais j'y étais allé. Et j'y avais laissé le stylo pendant une de ces séances de stratégie nocturne, je l'avais récupéré 2 jours plus tard. Elle ne s'en était jamais rendue compte. Et ce qu'il avait enregistré n'était pas seulement non professionnel, c'était illégal, fraude d'entreprise, fraude électronique, corruption. Des noms, des dates, des montants. Assez de preuves pour le ruiner, assez pour l'enterrer avec lui si elle avait été impliquée. Mais je ne l'ai pas envoyé à la police, pas encore. Parce que j'avais besoin qu'elle le voie d'abord. J'avais besoin qu'elle sache que tout ce qu'elle pensait contrôler avait déjà été rassemblé, collationné et scellé. Ses mains tremblaient tandis qu'elle regardait ce petit morceau de plastique. Elle reposa le dossier, ferma le coffre-fort, le reverrouilla bien que cela ne servit plus à rien. Et puis elle resta assise là, par terre, dans le noir, sans personne à qui mentir. J'ai coupé la diffusion parce que j'en avais assez vu. L'histoire avait changé. Je ne m'étais pas seulement éloigné d'elle, j'étais entré directement au cœur de quelque chose de toxique, quelque chose qui avait toujours pourri sous la surface de notre petite vie parfaite. Et maintenant, Jocelyn savait qu'elle n'était pas la seule à garder des secrets. Mais la différence entre les siens et les miens, je n'avais jamais eu besoin de mentir pour gagner. Elle n'est pas allée travailler le lendemain. Je le sais parce que je surveillais l'aller et ses relevés téléphoniques, tous deux sont restés froids toute la matinée.
Pas d'appel au bureau, pas de message à Everett. Juste un nom inattendu est apparu sur sa liste d'appels sortants, René. Ça m'a arrêté net. Je n'avais pas entendu ce nom depuis près de 5 ans, et pour cause. René était autrefois la meilleure amie de Jocelyn. Elles étaient inséparables jusqu'à un réveillon du Nouvel An où quelque chose s'est produit que personne n'a jamais expliqué. Je me souviens seulement de ce qui a suivi, la dispute à huis clos, la semaine où Jocelyn a refusé de dire un seul mot à ce sujet et la façon dont René a disparu de nos vies comme si quelqu'un l'avait délibérément effacé. Jocelyn ne l'a plus jamais mentionné, pas une seule fois. Elle l'a qualifiée de « traîtresse », mais n'a jamais donné plus de détails. Et maintenant, de nulle part, elle l'appelait. La diffusion de la caméra dans la cuisine a capté la fin de la conversation. Jocelyn faisait les 100 pas, pieds nus, portant un sweat à capuche qui était autrefois le mien. Sa voix était tremblante, pas effrayée, pas encore, mais incertaine, comme si elle demandait de l'aide à un fantôme. « J'ai juste besoin de savoir ce qu'il t'a dit », murmura Jocelyn au téléphone. « À l'époque, je sais que tu t'en souviens. Est-ce qu'il m'a mentionné, ou nous ? René, s'il te plaît, je me fiche de la dispute maintenant. » Elle s'arrêta, écouta. Son visage se plissa. Puis elle murmura, « Oh, mon Dieu !» Elle raccrocha. Pas de suivi, pas de texto. Juste le silence. Elle resta là peut-être 30 secondes, le téléphone toujours à la main, puis le laissa tomber sur le comptoir comme s'il l'avait brûlé. Je l'ai vu aller directement à la chambre, ouvrir le placard et sortir son vieil ordinateur portable du fond de l'étagère, celui qu'elle n'avait pas utilisé depuis qu'elle était passée au MacBook de l'entreprise. Je savais ce qu'elle faisait avant même qu'elle ne l'allume. Voyez-vous, ce que Jocelyn n'a jamais réalisé, ce que la plupart des gens ne réalisent jamais, c'est que supprimer ne signifie pas disparaître. Pas quand quelqu'un comme moi vit dans votre ombre, silencieux, observateur, attendant. Pendant qu'elle cherchait, j'étais déjà 10 pas en avant. Parce que René m'avait contacté en premier. 2 jours avant mon départ, j'avais reçu un message d'une adresse email jetable. C'était court, pas de salutation, pas de signature. Juste 6 mots, elle a menti sur ce qui s'est réellement passé. J'ai failli l'ignorer, j'ai cru que c'était du spam. Mais l'adresse email avait quelque chose qui a attiré mon attention, les chiffres à la fin. C'étaient les mêmes 4 derniers chiffres de l'ancien numéro de René. Curieux, j'ai répondu. Ce qui a suivi n'était pas dramatique. Juste une pièce jointe de messagerie vocale, un enregistrement d'une nuit il y a 5 ans. La voix de Jocelyn, pâteuse mais claire. Elle parlait d'Everett. Pas avec admiration, pas avec peur, mais en accord. Elle savait ce qu'il faisait, non seulement à l'entreprise, mais aux femmes. Elle en riait. Elle disait des choses comme « elles veulent quelque chose pour rien », et Everett saute juste le numéro. Elle plaisantait sur la naïveté des stagiaires, sur la facilité avec laquelle on pouvait faire l'innocent quand les dynamiques de pouvoir devenaient laides. Ma femme, la femme que j'avais défendue auprès de ma famille, d'étrangers, même de moi-même, ne se contentait pas de détourner le regard, elle l'aidait à le cacher. René l'a découvert, a essayé de la prévenir. Elles se sont disputées. Jocelyn l'a éliminée de sa vie. Et maintenant, toutes ces années plus tard, René avait rompu son silence. Non pas par vengeance, mais parce qu'elle avait vu mon nom dans les nouvelles, dans un petit communiqué de presse communautaire sur un homme qui avait disparu d'une paisible maison de banlieue, sans laisser de mots, ni de traces de lutte. Juste l'absence. Et c'est ce qui l'avait poussé à parler. Donc, pendant que Jocelyn était assise là, les yeux écarquillés devant son écran poussiéreux, essayant de localiser les fichiers que j'avais déjà téléchargés et cryptés des semaines auparavant, j'ai réalisé quelque chose de profondément troublant. Elle n'avait pas peur d'être prise. Elle avait peur d'être vue, complètement, pour la première fois, sans l'armure de son charme, de ses excuses, de son victimisme soigneusement sélectionné. Et maintenant, pour la première fois depuis mon départ, elle semblait réelle, douloureusement seule. J'aurais dû me sentir vengé, mais tout ce que j'ai ressenti, c'est une étrange et amère douleur. Non pas parce qu'elle ne m'aimait pas, ça, je l'avais accepté depuis longtemps. Mais parce que j'étais finalement devenu la seule chose qu'elle ne pouvait pas manipuler, faire taire ou effacer. J'étais devenu la conséquence. Et je n'avais aucune idée de ce qu'elle prévoyait de faire ensuite. Elle n'a pas fait de valise, n'a pas pris son passeport ni ses bijoux, ni d'argent liquide, remarquez bien. Juste son téléphone, ses clés et un dossier, ce même dossier noir qu'elle avait laissé dans le coffre-fort.
Elle l'a empoignée comme une arme chargée en sortant par la porte d'entrée et en la claquant derrière elle, avec une sorte de finalité qui disait « fini de se cacher ». Mais elle n'allait pas à la police, ça, je l'ai su au moment où j'ai vu où elle se dirigeait. Elle a conduit jusqu'à la maison d'Everett. J'ai reconnu le quartier immédiatement, l'un de ces faubourgs artificiellement parfaits où les maisons ressemblent à des simulations polies de vraies maisons, où tout est en granit et en verre mais où rien ne semble fait pour être vécu. Son allée était impeccable, sa pelouse tondue au millimètre près, même ses poubelles étaient cachées comme des secrets honteux. Elle s'est garée sur le trottoir et est restée dans la voiture pendant 5 minutes entières. Pas de musique, pas d'appel. Juste en respirant, superficiellement et rapidement. Puis, d'un geste du poignet, elle a attrapé le dossier, est sortie et a marché droit vers sa porte comme si elle était propriétaire des lieux. Il n'y avait pas de caméra à l'intérieur de la maison d'Everett, je n'étais pas allé aussi loin. Mais la sonnette que j'avais installée, que j'avais piratée depuis longtemps, m'a donné l'audio. Ce que j'ai entendu ne correspondait pas à ce à quoi je m'attendais. Everett, nous devons parler, dit-elle, calme mais essoufflée. Il ne l'a pas invitée à entrer. Il y eut une longue pause, le vent souffla légèrement. Puis sa voix, basse et tendue. Tu ne devrais pas être ici. Je sais ce que tu as fait, dit-elle. À elle. À moi. Autre pause. Un reniflement. À toi. Rit-il. Jocelyn, ne fais pas semblant que ce n'était pas ton idée la moitié du temps. Voilà. L'aveu. Elle ne l'a pas nié. Au lieu de cela, elle a dit. Delmar a tout. L'audio, les photos. Il sait. Le ton d'Everett baissa. Où est-il? Il est parti. Disparu. Je ne sais pas ce qu'il prépare d'autre, mais je crois qu'il attend quelque chose. Que nous glissions. C'est toi qui m'as mis là-dedans, siffla Everett. Tu t'y es mis tout seul. Moi, je nettoie. Elle lui jeta le dossier à la poitrine, j'entendis le bruit sourd contre le tissu, et elle se retourna pour partir. Mais il l'arrêta avec une phrase. S'il publie cet audio, on brûle tous les deux. Elle ne regarda pas en arrière. Elle monta simplement dans sa voiture, claqua la portière et partit, les pneus crissant comme si elle voulait que toute la rue entende sa fureur. De retour à mon motel, j'étais glacé. Parce que ce n'était plus elle qui essayait de se protéger. C'était Jocelyn qui devenait nucléaire, mettant le feu à tout juste pour voir qui sauterait en premier. Elle s'était retournée contre Everett, l'avait exposé, peut-être même menacé. Mais pas par justice, non, pas Jocelyn. Elle voulait contrôler la spirale. Pour elle, il ne s'agissait pas de culpabilité ou de moralité, il s'agissait de survie, de récit, de garder une longueur d'avance. Et c'est là que j'ai réalisé, je l'avais sous-estimé. Parce que cette nuit-là, à 21h36, j'ai reçu un appel d'un numéro bloqué. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Le message qui a suivi m'a glacé jusqu'aux os. Delmar, je ne sais pas où tu es, mais tu dois m'écouter. Everett ne va pas rester les bras croisés et laisser faire ça. Il n'a pas peur de moi, il a peur de toi. Et s'il te trouve en premier, tu n'auras pas le temps de regretter. S'il te plaît, parle-moi juste. Je te dirai tout, je te le promets. Clic. Je l'ai écouté 2 fois. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que je n'étais pas sûr de la partie qui me perturbait le plus, le son de sa voix se brisant enfin de peur réelle, ou la possibilité qu'elle ne mente pas cette fois. C'était la première fois depuis ma disparition que je ressentais quelque chose qui s'approchait du danger. Pas du genre émotionnel. Du genre qui commence par des ombres qui bougent là où elles ne devraient pas et qui se termine par votre nom murmuré par quelqu'un qui ne devrait jamais le connaître. Et soudain, je n'étais plus sûr de savoir qui chassait vraiment qui. Je me suis réveillé au son de pneus crissant sur le gravier juste devant ma fenêtre. Il était 3h41 du matin, cette heure où le monde semble anormalement calme, pas paisible, mais creux, comme si quelque chose observait et, quoi que ce soit, ne clignait pas des yeux. Je m'étais endormi dans le fauteuil du motel, l'ordinateur portable toujours ouvert à côté de moi, une demi-tasse de café froid sur la table de nuit. Au début, j'ai pensé que c'était juste un autre client arrivant tard, mais alors je l'ai entendu, le moteur est resté au ralenti, ne s'est jamais éteint, et n'a pas bougé pendant 10 minutes entières. Je me suis glissé du lit sans allumer les lumières, je me suis déplacé vers le coin où le rideau était déjà entrouvert, juste assez pour voir à travers sans être vu. Une camionnette sombre, phares éteints, vitres du conducteur baissées,
pas de plaque d'immatriculation visible. La silhouette à l'intérieur était immobile, observant. Ne vérifiant pas son téléphone, ne tripotant rien. Juste observant. Le gérant du motel ne me connaissait que sous le nom de Martin, un type tranquille qui payait en espèces, restait discret et ne demandait jamais le ménage. Mais ce n'était pas un endroit pour les touristes ou les hommes d'affaires. C'était un endroit où les gens venaient pour disparaître, ou pour attendre quelque chose qu'ils ne voulaient pas affronter. Et à ce moment-là, je n'étais pas sûr de laquelle de ces personnes j'étais devenu. J'ai éteint l'ordinateur portable, j'ai attrapé le téléphone jetable et je suis entré dans la salle de bain pour ouvrir la douche. Non pas pour me laver, mais pour faire du bruit, au cas où ils écouteraient à travers les murs. J'étais devenu paranoïaque, oui, mais pas sans raison, surtout après ce que René m'avait envoyé plus tôt dans la journée, un fichier que je n'avais pas demandé, un fichier qu'elle avait dit avoir gardé, au cas où. C'était une copie d'un ancien message vocal de Jocelyn, datant de quelques mois avant même qu'elle et Everett ne commencent à travailler ensemble. Sa voix était différente, presque pleine d'espoir. Elle demandait conseil à René sur la façon d'approcher quelqu'un de puissant sans paraître désespéré. Elle parlait de vouloir, enfin prendre sa vie en main, de cesser de laisser Delmar être la raison pour laquelle elle reste coincée. Je me suis assis par terre, le réécoutant encore et encore. Non pas parce que je n'y croyais pas, mais parce que j'y croyais. Cela signifiait qu'elle avait préparé une sortie bien avant que je n'envisage même la mienne. Sauf que la sienne n'était pas physique, elle était émotionnelle, psychologique. Elle s'était déconnectée pièce par pièce, comme un locataire qui sort lentement des meubles d'un appartement avant la fin du bail. C'est ça qui a fait le plus mal. Pas les mensonges, ni même la trahison. Mais la silencieuse stratégie de tout ça. Comme si j'étais juste un remplaçant jusqu'à ce qu'elle puisse se positionner à côté de quelqu'un de plus brillant. Dehors, la camionnette s'éloigna finalement, mais pas rapidement. Le conducteur avança dans le parking avec une lenteur calculée, comme pour dire « on t'a vu ». On reviendra. J'ai fait mes valises immédiatement. Fini de se cacher à la vue de tous. J'ai laissé la chambre telle qu'elle, je n'ai pas fait de check-out, je n'ai rien effacé. Je suis simplement parti avec un sac à dos et la clé USB glissée dans ma chaussette. Ma prochaine étape n'était pas une destination, c'était une personne. Bruce, le même vieil ami de l'université qui m'avait aidé à configurer la boîte postale, vivait dans une ville sèche et discrète du Kansas. Il me devait plus d'une faveur, et je savais que sa maison était le genre d'endroit qui n'apparaissait pas sur le GPS sans un effort sérieux. J'ai conduit toute la nuit, vérifiant les rétroviseurs plus que la route. Chaque camionnette semblait familière, chaque virage ressemblait à un piège. Mais le pire, je ne ressentais plus de rage. Je me sentais vide, épuisé, comme si quelque chose était mort et que je ne faisais qu'entraîner les os. Ce n'est qu'en arrivant, la poussière se soulevant derrière mes pneus sur le long chemin de terre de Bruce, que j'ai réalisé ce que je devais faire. Les enregistrements, les photos, le dossier, tout. J'allais tout envoyer. Pas à la police, pas aux médias. Mais aux stagiaires, aux assistantes, aux femmes dont on avait parlé à demi-mot comme de détours oubliables dans l'ascension d'Everett. Celles qui avaient été réduites au silence par les services des ressources humaines, les accords de confidentialité et l'humiliation désinvolte. Elles méritaient de savoir sur quoi Jocelyn et Everett avaient construit leur petit empire. Mais avant que je ne puisse appuyer sur « Envoyer », mon téléphone s'est de nouveau allumé. Un autre message vocal. Numéro bloqué. Cette fois, ce n'était que 3 mots, ils ont trouvé René. Pas de contexte, pas d'explication. Juste ça. Et soudain, le danger n'était plus théorique. Il était réel, ici même. Et que cela me plaise ou non, j'avais été entraîné dans quelque chose de plus profond qu'un mariage brisé. Il ne s'agissait pas d'amour, ni de vengeance, ni même d'évasion. Il s'agissait de la vérité. Et des gens prêts à la tuer. Je n'ai pas bougé pendant près d'une minute entière après avoir entendu le message vocal. Je suis simplement resté assis dans la chambre d'amis de Bruce, les stores bien fermés, les doigts figés sur le clavier. Ces 3 mots, ils ont trouvé René, flottaient dans l'air comme de la fumée. Pas une menace, pas une supplique. Une déclaration. Froide, nette, finale. Mais ça ne m'a pas brisé. Parce que j'ai réalisé quelque chose à ce moment-là, quelque chose que je ne m'étais pas permis de ressentir pleinement jusqu'alors, je n'avais plus peur. Pendant des semaines, j'avais vécu comme un fantôme, flottant dans des chambres de motel, observant sa vie comme un étranger.
Je m'étais enfoncé dans l'ombre, documentant, enregistrant, me retirant. Mais maintenant, je n'étais pas invisible. Je n'étais pas passif. J'avais des preuves, j'avais des noms et, plus important encore, j'avais un but. Alors je me suis levé. Et j'ai terminé le travail. J'ai tout téléchargé, chaque fichier, chaque photo, chaque conversation. J'ai créé une archive sécurisée avec accès restreint et je l'ai envoyée à 12 femmes dont les noms avaient été murmurés dans les coins des bureaux, des femmes rejetées, discréditées et discrètement réduites au silence. Je l'ai envoyé à une ancienne employée qui avait déménagé à l'autre bout du pays après avoir démissionné, à l'amiable, et à une autre qui avait changé de nom après avoir déposé une plainte qui s'était avérée, non concluante. Chaque message était simple, vous n'étiez jamais folle. Vous n'étiez jamais seule. Voici tout. Et puis j'ai attendu. La vague a déferlé plus vite que prévu. À la fin de la journée, 4 d'entre elles avaient répondu. Pas avec des remerciements. Avec du feu. Avec des questions. Avec des plans. L'une d'elles avait déjà un avocat. Une autre travaillait dans la conformité réglementaire dans une autre entreprise et avait des contacts au niveau de la surveillance étatique. Elle ne voulait pas ruiner des vies, elle voulait la vérité. Cette même nuit, quelqu'un a divulgué l'audio de manière anonyme. Il a atterri sur un petit blog de responsabilisation, pas dans les grandes nouvelles, pas accent grave-l'œil, mais suffisamment bruyant pour susciter l'intérêt. En 24 heures, il avait atteint le service juridique de l'entreprise. 2 membres du conseil d'administration ont démissionné. Everett est resté silencieux. Jocelyn a désactivé ses comptes de médias sociaux. Les ressources humaines ont ouvert une enquête interne. Et juste comme ça, le royaume qu'ils avaient construit, l'image polie, la hiérarchie soignée, le charme intouchable, a commencé à se fissurer. Mais ce n'était pas la vraie fin. La vraie fin est arrivée 2 semaines plus tard, quand on a frappé à la porte. J'étais toujours chez Bruce, mais je prévoyais de partir bientôt. J'avais réservé une petite location en Oregon, un appartement d'une chambre près de la côte. J'allais écrire à nouveau, juste pour moi. Rien de sérieux, rien de publié. Le coup fut doux, incertain. J'ai ouvert la porte. C'était Jocelyn. Sans maquillage, les cheveux tirés en arrière, rien dans les mains. Elle ressemblait à une femme qui n'avait finalement plus de miroir à vérifier. « Salut », dit-elle doucement. Je n'ai pas bougé. Elle baissa les yeux, puis les releva vers moi. Je ne suis pas ici pour demander quoi que ce soit. Juste, je voulais dire, je sais. Je sais ce que j'ai fait. Et je n'attends pas de pardon. Mais j'avais besoin de te faire face. Pas à la caméra, pas au silence. À toi. Je l'ai laissé parler. Elle a tout admis, l'ambition, la manipulation, les choses qu'elle avait justifiées, les femmes qu'elle avait ignorées, l'histoire qu'elle avait enterrée pour grimper un peu plus haut. Elle n'a pas pleuré. Et moi non plus. Quand elle eut fini, j'ai hoché la tête une fois. Je ne te déteste pas, dis-je. Ça l'a surprise. Peut-être que ça m'a surpris aussi. Mais je ne reviens pas, ajoutai-je. Tu ne peux pas choisir quand je recommence à compter pour toi. Elle hocha la tête. L'accepta. Elle jeta un dernier regard, pas dramatique, pas désespéré. Juste final. Et puis elle est partie. Pas de drame, pas de cri. Juste le bruit du gravier sous ses pneus alors qu'elle s'éloignait. Je suis resté à la porte un moment après ça, regardant la route vide, laissant le calme s'installer. Et puis j'ai souri. Parce que d'une manière ou d'une autre, dans le chaos, dans le désordre de la trahison, du silence et des ponts brûlés, quelque chose d'inattendu s'était produit. J'étais revenu à moi-même. Et cette fois, je n'étais le remplaçant de personne. Je ne faisais partie du plan de secours de personne.